Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture. Encore une fois, je rattrape bon gré mal gré mon retard accumulé ces dernières semaines et je vais vous parler de livres que j'ai lus fin avril globalement, donc ça fait une quinzaine de jours. Il y en a qui sont plus si frais que ça dans ma mémoire, mais on va essayer de faire avec. Il y a quasiment exclusivement de la fantasy, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas de la fantasy, qui n'est pas de la SFFF globalement, ce qui est assez rare pour être souligné en ce moment puisque j'ai l'impression de lire beaucoup de fantasy, un petit peu de SF mais pas tant que ça de contemporain ou autre. Donc écoutez, c'est plutôt sympa de varier aussi les plaisirs. Et il y a pas mal de suites et même de fins de saga puisque j'ai plus ou moins 3 fins de saga à vous présenter, 3 fins de saga. Pour moi en tout cas, vous allez voir. Comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter, je ne vais pas épiloguer, je propose qu'on commence tout de suite. On va d'ailleurs commencer par les 2 Explora-livres du mois précédent, donc du mois d'avril. On a d'ores et déjà fait les lives avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilèges et Lucie de la chaîne Lucia Lu. Je vous les mettrai en barre d'infos, dans le petit, etc. si vous voulez nos avis un petit peu plus détaillés sur la question. Toujours est-il qu'en avril, pour la lecture francophone, on avait choisi le 2e tome de L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. On avait lu le 1er mars, c'était logique de continuer sur cette lancée, d'autant que ça nous faisait finir une saga à peine entamée et c'est toujours très satisfaisant. Le 1er tome était un petit peu mitigé dans le sens où il n'a pas su répondre à toutes les attentes qu'on avait sur cette saga qui était vendue comme de la dark fantasy avec vraiment des choses assez sombres comme c'est bien le faire Aurélie Wallenstein. On était assez d'accord toutes les trois pour dire qu'on n'avait pas retrouvé de choses aussi dures que n'a pu le faire l'autrice dans Le Dieu Oiseau ou des choses comme ça et que c'était un petit peu dommage. On attendait beaucoup du 2e tome. Pour les avis des filles, comme je le disais, je vous laisserai les lives, mais dans l'ensemble on a plus des avis assez divergents parce que c'est la première fois que ça arrivait autant en live et c'était assez intéressant du coup. Juliette ne l'a pas fini parce que ça bloquait trop pour elle au niveau de l'écriture. Lucie l'a plutôt beaucoup apprécié même si elle y a retrouvé encore des défauts qui étaient un petit peu dans la continuité du 1er tome si vous voulez. Et moi je pense que je me situe un petit peu entre les deux. J'ai pas autant bloqué que Juliette sur certaines choses et notamment l'écriture m'a beaucoup moins dérangée qu'elle. Cela étant dit, il y a peut-être un petit peu plus de choses qui m'ont dérangée que Lucie, ou en tout cas j'ai un avis général qui est un petit peu en dessous je pense. Je pense quand même que j'ai préféré ce 2e tome au 1er. À mon sens, en termes de rythme, il était quand même un petit peu plus équilibré que le 1er qui avait beaucoup plus de longueur. Et en termes de développement des personnages, je l'ai trouvé aussi plus intéressant. Alors j'ai étonnamment moins accroché à certains personnages que j'avais beaucoup appréciés dans le 1er tome, typiquement le personnage de Erin, que j'ai trouvé un petit peu étrange dans son évolution dans celui-ci, mais j'ai bien apprécié le personnage de Cillian qui pour le coup avait une évolution intéressante et j'ai apprécié les points de vue qu'on retrouve au début de ce volume-là qui n'étaient pas du tout présents dans le 1er et qui mettent les choses en perspective d'une façon très intéressante à mon sens. Donc ça c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné plein d'espoir au début de ce 2e tome parce qu'il y avait une ambivalence, parce qu'il y avait des partis pris différents, parce que on explorait le postulat selon lequel les histoires ont toujours 2 points de vue et on explorait ces 2 points de vue différents et la façon dont ça impactait notre point de vue à nous, et ça je trouvais que c'était plutôt très bien joué. Mais plus ça avançait et plus il y avait des choses qui ne collaient pas tout à fait avec mes attentes encore une fois, et il y a des choses qui n'étaient pas toujours très claires, notamment sur les scènes un petit peu plus d'action, les scènes de combat qui parfois étaient un petit peu brouillons, notamment sur certaines décisions, certaines réactions qui à mon sens n'étaient pas toujours extrêmement logiques. Il y avait des petites facilités scénaristiques dans certains développements qui, bon, si elles avaient été très isolées, n'auraient pas non plus, je pense, impacté mon avis à elles seules, mais qui rajoutées au reste ont fait que j'étais un petit peu mitigée à la fin et que globalement, la fin ne m'a pas totalement satisfaite non plus. Encore une fois, pour une question de facilité et de choses que j'ai trouvé un petit peu dommage, un petit peu trop facile, encore une fois je me répète, mais un petit peu trop simple et
qui diminuait l'impact de certaines décisions et du coup de l'ensemble de l'histoire finalement, donc c'était un petit peu dommage. Il y a quand même un petit peu plus de gore et un petit peu plus d'araignées que dans le premier tome, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu regretté, et là je trouvais que ça se développait un petit peu davantage. J'aurais encore aimé en voir plus par rapport encore une fois à la façon dont c'était marketé et aux attentes qu'on en avait. C'était pas tout à fait suffisant, mais c'était quand même un petit peu plus présent que dans le premier volume, et ça c'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé ce qu'on découvrait de l'univers, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. Pareil sur les personnages et leur développement, j'en ai apprécié pas mal certains, mais j'aurais aimé encore plus, et c'est ce qui est un petit peu dommage dans cette série, c'est que je sais pertinemment que Aurélie Wallenstein est capable de faire des choses très très chouettes en termes d'univers original, en termes de développement de personnages avec des psychologies travaillées, avec une gestion des traumatismes, des post-traumatismes, etc. absolument passionnante, et là et bah c'était un petit peu pas assez par rapport à tout ce que j'ai pu lire d'elle qui était excellent, notamment sur le désert des couleurs, notamment sur le dieu oiseau, que je vous recommande très chaudement de cette autrice. C'est vraiment, je pense, mes 2 romans préférés d'elle, et voilà, malheureusement cette série ne bénéficiait pas de la comparaison. Mais c'est tant pis, c'est pas grave. Je suis quand même très contente d'avoir pu les lire pour Explore a Livre, parce que ça m'a permis de les lire rapidement, de ne pas les laisser traîner dans ma wishlist, dans ma pile à lire, et c'est très satisfaisant dans tous les cas. Je continuerai à suivre ce que fera Aurélie Wallenstein par la suite, parce que c'est vraiment encore une fois une autrice qui a des partis pris, des idées intéressantes, que ce soit dans l'univers ou dans ses personnages. J'espère que le prochain volume saura davantage me convaincre, mais en tous les cas, je suis contente d'avoir fini une nouvelle saga en 2023. Et on enchaîne avec le 2e Explore a Livre du mois d'avril, en anglais cette fois-ci, The Drawn Woods de Emily Lloyd Jones, que j'ai ici aux éditions Roder and Staunton. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, c'est l'édition Illumicrate, je crois, tout à fait, qui est très jolie. Je suis tombée dessus sur Vinted pour pas très cher par rapport aux autres options qui s'offraient à moi, et je ne regrette pas du tout parce que je trouve que c'est vraiment très sympathique, et j'ai découvert pendant le live que c'est un exemplaire dédicacé, donc c'était pas volontaire, mais ça ne gâche en rien l'objet livre, c'est plutôt très cool, je trouve. Dans The Drawn Woods, j'ai absolument pas résumé le précédent parce que c'est un 2e tome, parce que j'ai l'impression, je pense, d'en avoir beaucoup parlé en live, mais je vous remets encore une fois mon avis pour le premier tome avec les résumés. On l'a résumé plein de fois en live, donc je pense que j'ai trop résumé cette histoire. On va passer à la suite. Dans The Drawn Woods, on va suivre le personnage de Mère, qu'on découvre au début du récit en fuite. Elle est serveuse dans une auberge, et elle est approchée par son ancien maître, qui est le maître espion du royaume, rien de moins. On se rend compte que Mère a des pouvoirs magiques, qu'elle contrôle l'eau, que ce soit sous forme courante dans les rivières, dans les fleuves, etc., mais également dans les corps humains, et qu'elle peut donc en jouer un petit peu à sa guise et tuer ou contrôler les corps également en ce sens, et puis l'eau dans l'atmosphère, et puis voilà, plein d'implications diverses et variées que je trouvais très chouette. Je trouvais que le système de magie était plutôt pas mal, et donc ce grand maître espion va lui proposer une mission pour sauver le royaume, rien de moins. Il faut toujours avoir le courage de ses ambitions en fantasy, n'est-ce pas? Parce que le roi est quelqu'un de peu sympathique globalement, et qu'il voudrait dominer tous les autres royaumes, partir en guerre, et que ça risque de mal finir pour la population comme d'habitude. Mère va, bon gré mal gré, se laisser convaincre de participer à ce casse, à ce cambriolage, avec effectivement la motivation de faire le bien et d'aider un petit peu le monde, et également celle de pouvoir grappiller quelques sous au passage pour vivre une vie un petit peu plus confortable que la cavale à laquelle elle s'était un petit peu résolue bon gré mal gré, et puis parce qu'elle se dit que si le roi est renversé, on lui fichera peut-être la paix. Ça fait d'une pierre 3 coups, c'est pas trop mal. Et donc on embarque dans ce troupe de cambriolage où le principe au départ va être de rassembler une troupe de joyeux lurons pour mener ce casse à bien. Et c'était la partie la plus longue du récit, hein, globalement sur les un peu plus de 300 pages de ce très joli jaspage. On a
un bon gros premier tiers où c'est vraiment, même peut-être un peu plus, quasiment une moitié je pense, où c'est vraiment rassembler les protagonistes et les voir un petit peu interagir. J'ai d'ailleurs bien aimé le personnage masculin d'intérêt de cette histoire qui se balade avec un petit corgi assez basque qui était ma foi fort mignon et qui m'a fait bien marrer sur le long du récit parce que il y avait des interactions qui étaient plutôt très chouettes. Et dans l'ensemble, à part ces personnages-là, le reste de la troupe est sympathique, mais assez oubliable. On sent très bien que c'est pas eux les gros points d'intérêt de l'histoire. Ça reste un one-shot de fantasy young adult, donc il faut pas non plus s'attarder trop sur certains détails parce que on n'a pas le temps. Et donc ensuite s'en vient bien évidemment le cambriolage à proprement parler, c'est le plot du truc, vous imaginez bien. Et dans l'ensemble c'était plutôt bien efficace, bien agréable, ça s'est bien lu assez vite, d'autant que je l'ai lu un petit peu sur le tard puisque je l'avais commencé assez tôt, mais j'avais comme d'habitude 1 milliard de lectures en cours, donc je l'ai vraiment sérieusement attaqué toute fin avril et je l'ai fini le matin du live, donc le 3 mai, absolument pas en retard du tout. Et dans l'ensemble j'ai enchaîné je pense quasiment les 250 dernières pages sur 2 ou 3 jours, donc ça c'est plutôt très bien lu. C'est un style d'écriture en anglais qui reste relativement accessible, c'est comme je le disais du young adult, donc même s'il y a un petit peu de vocabulaire, c'est pas non plus des tournures de phrases trop compliquées et ça m'a pas demandé une concentration absolument folle, donc là-dessus c'était plutôt pas mal. Et voilà, le plot est efficace, les personnages qui doivent être attachants sont assez attachants et c'était globalement assez surprenant. Sur la fin, il y a quelques plot twists que je n'avais pas vu venir mais qui étaient cohérents et intelligents et qui m'ont vraiment agréablement surprise. Donc c'est à souligner parce que c'est très très cool quand c'est le cas. Et j'ai bien aimé globalement la fin. Alors on m'avait prévenu qu'il y avait, si on veut, 2 fins différentes et effectivement j'ai préféré la première qui à mon sens était beaucoup plus belle, beaucoup plus symbolique, beaucoup plus impactante que la deuxième et l'espèce d'épilogue qui fait un petit peu retomber la sauce à mon sens et qui n'était pas forcément nécessaire. Mais après je pense que c'est une question de goût. Je suis pas forcément cliente de ce type de fin d'habitude, mais là je trouvais que vraiment ça marchait très très bien et du coup j'ai trouvé la deuxième fin un petit peu dommage. Mais bon, soit. Il reste qu'il y avait quand même de très 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 jolies images sur le dernier quart. Il y a 2 images qui m'ont vraiment marqué où je crois que les descriptions étaient impactantes et ça c'est pareil, c'est pas toujours le cas, donc je trouve que c'est plutôt cool. Le personnage principal de Mère est un personnage féminin assez badass et assez chouette à suivre. C'est un bon personnage de fantasy YA qui tombe pas trop dans le cliché et c'est le cas de tous les personnages globalement. Je trouvais que c'est pas un livre qui pêchait à ce niveau-là. On parle un petit peu d'apprentissage et d'espionnage avec des petits flashbacks qui étaient plutôt à propos et qui pesaient pas trop sur le rythme de l'histoire, donc c'était plutôt agréable. Il y a un petit peu de représentation avec une relation, en tout cas une ancienne relation FF avec le personnage de Mère et un autre personnage que encore une fois j'ai trouvé plutôt cool dans un roman de fantasy YA. Ça change agréablement, on n'en voit pas assez encore malheureusement, donc quand il y a des relations FF il faut le souligner. Et comme je vous disais, j'ai bien aimé le système de magie que j'ai trouvé original, que j'ai trouvé poussé suffisamment loin parce que c'était un petit peu le risque je pense avec cette histoire de magie de l'eau, et là vraiment on sent que l'autrice est allée jusqu'au bout de son truc et du coup ça restait cohérent et bien cadré, donc c'était très très cool. Et le pendant avec les fées et la société, même si on n'en voit pas beaucoup, on sent qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a vraiment un truc de construit et que c'est pas juste des fées fonctions et que c'est pas juste là pour cacher un petit peu la misère sous le tapis. Il y a vraiment des choses qui sont étayées même si tout nous est pas expliqué, donc c'est toujours agréable quand c'est le cas. Dans l'ensemble c'était une bonne lecture, c'est pas le meilleur livre de fantasy, vous voyez, que j'ai jamais lu de ma vie, mais c'était agréable, addictif, ça s'est lu vite, c'était efficace, c'était surprenant sur la fin, les personnages étaient cool, donc c'est plutôt une réussite. J'ai beaucoup aimé le découvrir pour explorer le livre. C'était un des 12 livres recommandés par 12 amis à lire en 2023. Il m'avait été recommandé par Kim du compte Instagram Everbooky, donc je suis également ravie d'avoir pu le cocher sur ma petite liste parce que pour le coup je suis un petit peu à la bourre sur celle-ci. Donc écoutez, ce livre globalement c'était très chouette. Ces Explora-livres mi-figue mi-raisin, on va continuer dans le ni figue ni raisin, je sais pas comment dire, mais dans le bof 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 finalement.
le deuxième tome de Serpent and Dove, Blood and Honey de Shelby Mayurine aux éditions de Saxus, que j'avais précommandé en hardback après ma lecture déjà quelque peu mitigée du premier tome, où je m'étais un petit peu rassurée, forcée en me disant que peut-être je ne l'avais pas apprécié puisque je ne l'avais pas lu au bon moment. Je vous relaisserai mes dernières lectures dans le petit si vous n'avez pas vu la vidéo où j'en parle. Ça commence à remonter un petit peu, et là à l'annonce de la sortie du troisième tome, j'ai pris mon courage à deux mains en me disant que j'allais quand même pas le précommander sans avoir lu celui-là et savoir si je continuais la série. Grand bien m'en a pris puisque c'est un abandon pour ce livre, c'est donc un abandon pour cette série, et ça m'arrange de ne pas mettre encore 25 € dans une lecture que je n'apprécierais pas du tout. Alors ça commençait plutôt pas si mal, je crois que je me suis arrêtée à 150 pages sur 560, quelque chose comme ça, donc un gros quart finalement du bouquin, et le début était assez prometteur pour me donner de l'espoir, dans le sens où mon gros souci avec le premier tome, c'est que j'avais vraiment beaucoup eu de mal à m'attacher au personnage, et comme c'est un livre qui repose énormément sur les 10 personnages et leurs relations, ça partait un petit peu mal, et je trouvais que au début de celui-ci il y avait un petit peu plus d'interaction cool, et qu'on y croyait un petit peu plus à leurs relations, donc j'étais très optimiste et je n'attendais que de continuer dans cette lancée et de les apprécier encore davantage et de finir par vraiment trouver cette relation très cool. Sauf que d'une part ça a fini par rebattre de l'aile comme c'était le cas dans le premier tome, c'est-à-dire que à un moment donné je ne les ai plus trouvés si convaincants que ça, et d'autre part autour de 100-120 pages ils prennent la décision de se séparer pour continuer deux quêtes différentes chacun de leur côté. Et du coup, le gros intérêt que je cherchais à retrouver dans cette série s'est enfui, et je me suis retrouvée avec un plot qui ne m'intéressait pas particulièrement, des enjeux qui me laissaient très indifférente, et un univers qui ne m'intéressait pas particulièrement et que j'avais pas particulièrement envie de découvrir plus que ça. Donc j'ai longuement réfléchi et j'en suis venue à la conclusion que j'allais pas m'infliger encore 400 pages de ça, suivi éventuellement d'un troisième volume aussi gros. Donc voilà, c'est un abandon. Encore une fois, comme je l'ai dit pour le premier volume et comme je le dis globalement pour tous les livres que j'ai abandonnés ou que je n'ai pas autant apprécié que je l'aurais souhaité, c'est pas forcément un mauvais livre en soi, mais c'est clairement un livre et une série en l'occurrence qui ne sont pas faits pour moi. J'ai donné sa chance au premier tome, j'ai donné sa chance au deuxième tome. Là c'est pas une question de ne pas l'avoir lu au bon moment, c'est juste que ça ne me convient pas, je n'arrive pas à accrocher aux personnages, aux enjeux, etc. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je vais trouver une place plus sympathique que chez moi pour ces livres. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui seraient ravis de les recevoir. Donc écoutez, ce sera aussi bien pour eux, et moi ça me dégage du temps pour découvrir tous les autres livres qui attendent seulement leur tour dans ma pile à lire et que j'apprécierais probablement davantage. C'est donc une nouvelle saga fini en 2023, et l'un dans l'autre, c'est très bien comme ça. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture audio de fin avril, début mai, une lecture que j'avais très envie de faire depuis que j'ai découvert l'adaptation, comme à peu près tous les utilisateurs de Netflix en octobre 2020 quand est sortie la série Le jeu de la dame de Walter Tevis, qui est publié en physique chez Gallmeister et que j'ai donc écouté sur Audible. J'avais absolument adoré l'adaptation avec l'actrice Anya Taylor-Jones que j'adore et qui, je trouve, va parfaitement dans le rôle de Bess, et voilà, je trouvais que la série était belle, était intelligente, était intéressante, était juste hyper addictive. Je l'avais boulottée à sa sortie, je l'ai revue je pense 2 ou 3 voire 4 fois depuis, je ne sais plus, mais c'est vraiment une de mes séries préférées que je re-regarderai encore avec grand plaisir sans aucun souci. Et voilà, donc ça faisait depuis la sortie de la série que j'avais envie de découvrir le livre. Ça m'arrive de faire dans le sens inverse, c'est assez rare mais ça arrive, et là j'avais tellement aimé l'adaptation que j'avais très envie de me
le tenter, mais je voulais avoir un petit peu de recul par rapport à mes visionnages de la série. Et comme j'ai refait un visionnage l'été dernier, je crois, ou quelque chose comme ça, je voulais attendre un petit peu avant de me plonger dans le livre. Et là, je scrollais sur Audible en avril pour décider ce que j'allais choisir comme livre audio du mois, et celui-ci est ressorti de ma liste d'envie et je me suis dit que c'était le moment ou jamais. J'avais un petit peu envie en plus de regarder la série, donc finalement ça tombait plutôt bien et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette écoute et la découverte du média de base. C'est une narration qui est un petit peu particulière mais qui finalement je trouve est bien retranscrite dans l'adaptation et colle bien à cette espèce d'ambiance un petit peu étrange parce que la narration est assez extérieure. C'est une narration à la troisième personne où on suit principalement le personnage de Beth dans une forme de point de vue interne mais qui reste assez en retrait et avec des descriptions qui sont très factuelles, où il n'y a pas beaucoup de fioritures, où il y a peu de figures de style, où on est vraiment très factuel, et je trouvais que ça collait bien avec ce personnage qui est un petit peu étrange initialement et même après avec vraiment cette passion dévorante pour les échecs et finalement assez peu d'autres choses dans la vie, et puis une psychologie qui est assez compliquée globalement, et que dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, dans son rapport à l'extérieur, ça fonctionnait bien avec cette narration et ça rendait bien ce personnage un petit peu étonnant. Et globalement, malgré ça, malgré ce rapport assez extérieur, c'est un personnage que je trouve très attachant. Alors c'est peut-être aussi parce que du coup je l'avais découverte d'abord en série, donc j'avais aussi un petit peu cette image, même si j'ai l'impression d'avoir réussi à m'en détacher un petit peu. Je pense que ça reste toujours en tête, c'est obligé, mais du coup voilà, je trouvais que ça fonctionnait plutôt très bien. J'ai bien aimé le style qui en plus réussi de façon non visuelle, en plus qui je trouve est plus difficile que dans la série à faire apprécier les échecs, alors que globalement je n'y comprends rien, je suis une bille, je sais juste comment bougent les pièces et l'objectif final de la partie, mais les noms des cases, les machins, enfin je suis incapable de me représenter un échiquier dans ma tête ou quoi que ce soit, donc je suivais les parties pour dire que je suivais les parties, mais il y avait quand même cet enthousiasme et ces enjeux qui étaient très bien matérialisés malgré tout, et malgré l'absence d'images, ça réussissait quand même à les matérialiser, donc c'était plutôt très bien réussi à mon sens. Et je pense que ça tient aussi du fait que ça réussit à faire comprendre ce que représentent les échecs pour Beth et ce que ça lui fait ressentir dans ses parties, et ça je trouvais que c'était très bien joué. Encore une fois, malgré ces descriptions qui peut-être ne sont pas si étoffées que ça, elles sont suffisamment impactantes en l'état pour bien fonctionner globalement. Au niveau de l'histoire et par rapport à l'adaptation, encore une fois, puisque c'est un petit peu mes connaissances de base, c'est vraiment une excellente adaptation parce qu'elle reprend vraiment toutes les scènes du bouquin, ou presque. Il y a quelques petits changements sur la fin du livre que je vous laisserai découvrir si vous n'avez pas vu ou lu l'un ou l'autre ou les deux, mais qui apportait du coup un petit peu de surprise à ce niveau-là, et que j'ai trouvé adapté sur le point de vue de la série parce que ça rajoutait une certaine forme de tension et de drama qui était beaucoup plus télévisuel, et dans le livre parce que on était beaucoup plus dans l'introspection de Beth et que du coup les enjeux étaient différents à ce niveau-là. Donc pour les deux, je crois que c'était plutôt des bons choix adaptatifs et textuels, je sais pas comment dire, mais ça fonctionnait bien dans les deux supports. Si vous n'êtes pas du tout familier du jeu de la dame, que vous vivez dans une grotte en 2020 et que vous êtes passé à côté de la série, je n'ai encore pas fait de résumé, mais ça raconte l'histoire de Beth qui est une orpheline qui va au début de l'histoire emménager dans un orphelinat et qui va découvrir les échecs grâce à l'homme à tout faire de l'orphelinat qui joue aux échecs dans le sous-sol. Elle va se trouver très douée pour l'exercice et commencer à participer à des compétitions et à monter un petit peu les échelons dans ce sport, et on va la voir sur cette route du succès finalement, qui n'est pas sans être semée d'embûches, puisque du fait de sa vie, du fait de son passé et du fait des législations américaines pour les orphelinats dans les années 50 qui autorisaient la délivrance de benzodiazépines et autres psychotropes aux enfants pour qu'ils soient un petit peu plus dociles et que globalement ils ne soient pas trop chiants à mettre dans les petites cases de l'orphelinat. Ils ont littéralement
littéralement créer une génération d'addicts, et dans le cas de gens un petit peu socialement différents et qui ont déjà un petit peu de mal dans la vie en général, ça n'aide pas du tout. Donc Beth va aussi devoir lutter contre l'addiction toute sa vie. Beaucoup de trigger warning à ce niveau-là, que ce soit usage de drogue, usage de stupéfiants, usage d'alcool, usage de tout ce que vous voulez. Il y a également des relations qui sont pas toujours extrêmement saines, des relations sexuelles qui sont voilà, un petit peu étranges mais voulues comme telles, et qui aident aussi à comprendre un petit peu le fonctionnement de ce personnage. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent éventuellement vous heurter dans votre lecture, donc comme toujours, faites attention à vous et ne vous lancez pas dans quelque chose qui risque de ne pas être très agréable pour vous. Il y a une scène qui n'est pas du tout présente dans la série et qui était assez choquante à ce niveau-là, pour encore une fois un trigger warning, mais plutôt d'agression sexuelle et d'agression sexuelle sur mineurs. Donc encore une fois, faites attention à vous et n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce niveau-là, je serais ravie d'y répondre sur Instagram ou que sais-je. Mais voilà, pas mal de trigger warning, pas mal de sujets assez sensibles et globalement des thématiques très touchantes et plutôt très bien traitées à mon sens, avec un équilibre très réussi entre cette success story et cette satisfaction qu'on a de voir Beth réussir et grimper les échelons et devenir la meilleure joueuse d'échecs, et en plus avec ce côté extrêmement féministe de c'est une nana dans un monde d'hommes, et de voir un petit peu ce que ça donne, et de l'autre côté de la voir gérer plus ou moins bien ses addictions et de voir parfois ses descentes aux enfers et ce qui se passe après, et la voir gérer les conséquences, etc. Je trouve que c'est vraiment un bel équilibre dans le livre, et c'était déjà le cas dans la série. Donc dans l'ensemble, j'ai passé une excellente écoute, je vous le recommande très chaudement, que vous ayez apprécié la série ou que vous vouliez juste découvrir l'univers. Si vous n'avez pas du tout aimé la série, c'est vraiment une adaptation très fidèle, encore une fois, à part quelques scènes et la fin qui est un petit peu différente. Je pense que vous n'aurez pas de grandes révélations si c'est pas du tout quelque chose qui vous botte, mais si ça peut vous intéresser, je vous la recommande en tout cas, et je compte bien me revisionner la série à l'envie assez régulièrement, parce qu'encore une fois, c'est vraiment une série que j'affectionne particulièrement. Et pour le dernier livre de cette vidéo, on va partir sur une fin de saga que j'ai commencé, je pense en 2017, mais je n'en jurerai pas, 2017 ou 2018, bref, il y a bien trop longtemps déjà. Le Puits des Mémoires, ici donc le 3e tome, Les Terres de Cristal de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. C'est de la fantasy écrit par un auteur français, et je m'étais pris le 1er tome à ma première ou 2e édition des Imaginales, je ne sais plus. Toujours est-il que je l'avais fait dédicacer par l'auteur à cette occasion et que j'avais beaucoup apprécié ma lecture des premiers puis 2e tomes. Mais depuis, je n'ai pas revu Gabriel Katz aux Imaginales ou dans un salon quelconque, et j'ai dû me résoudre à acheter ce 3e volume d'occasion pour finir cette saga qui traînait depuis un moment. Ça a été un petit peu difficile d'ailleurs de replonger dans l'histoire initialement, parce que il y avait des petites choses, notamment en termes de nom des personnages, que j'avais un petit peu oublié. Je me souvenais globalement des tenants et aboutissants et de l'histoire d'une manière très générale. On retrouve globalement au début du récit 3 personnages qui sont enfermés dans un chariot qui roule dans une montagne, et ils ne savent absolument pas qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qui se passe, et ils vont s'échapper par un concours de circonstances et devoir un petit peu recoller les morceaux de leur vie, essayer de savoir qui ils sont, ce qu'ils font là et ce qu'ils vont faire de leur vie globalement. Et c'était vraiment un postulat très mystérieux qui, en plus porté par la plume très addictive et très dynamique de l'auteur, fonctionnait très bien avec une galerie de personnages très attachants comme il sait bien les faire. Et j'avais encore une fois beaucoup aimé les premiers tomes, donc j'étais assez impatiente, étonnamment, malgré le temps qu'il m'a fallu pour me le procurer, de lire ce dernier. Et ça a été globalement une très chouette fin à cette série. Je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié si je ne l'avais pas fait traîner 3 ou 4 ans, je ne sais plus, mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai apprécié retrouver la plume de l'auteur, son humour, son dynamisme, ses personnages qu'encore une fois je trouve très attachants, qui fonctionnent bien, et qu'en plus on voit bien évoluer dans ce 3e tome par rapport au précédent, et notamment par rapport aux révélations du 2e volume qui étaient assez fracassantes, mais comme encore une fois c'est très bien le faire Gabriel Katz. Il y a davantage dans celui-là de magouilles politiques,
de plot twist et de révélation en ce sens-là. Je trouve que c'était plutôt pas mal réussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement en fantasy, et là c'était plutôt sympathique. Il y a des choses qui nous sont données assez tôt dans ce tome, mais il y a des dernières révélations qu'on a que beaucoup plus tardivement, et c'est plutôt bien maîtrisé en ce sens, je trouve. On parle un petit peu également de tradition et de respect de celle-ci, et du fait que parfois il faille essayer un petit peu de les secouer à ces risques et périls finalement, parce que ça fonctionne pas toujours hyper bien. Dans les côtés que j'ai pas mal appréciés, il y a notamment le fait que le début et la fin de ce troisième tome rappellent un petit peu en effet miroir le premier, et au niveau construction je trouve que c'est assez intéressant quand les tomes des sagas se répondent comme ça. Et là encore une fois je trouve que ça fonctionnait plutôt pas mal, et que ça permettait de se souvenir un petit peu du chemin parcouru et de ce que ça donnait au début et de là où on en est rendu. Donc c'est plutôt une belle réussite à ce niveau-là également. J'ai un petit peu moins aimé, je pense, la deuxième moitié, ou en tout cas le dernier tiers, un petit peu avant la fin à proprement parler, parce qu'il y avait un côté un petit peu plus guerrier que j'ai pas forcément hyper apprécié. Ça arrive que ça me plaise, il y a des romans de l'auteur que j'ai davantage apprécié dans le genre, mais là voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de longueur et c'était pas les enjeux et les intrigues qui m'intéressaient le plus, donc j'ai trouvé ça un petit peu lent à mon goût, mais c'était pas inintéressant en soi, c'est juste que j'étais pas dans cette envie-là, je voulais plus me concentrer sur l'aspect politique et les magouilles, et du coup c'est pas trop ce que j'attendais. Mais à part ça, globalement, la résolution de l'intrigue était intéressante, satisfaisante, bien construite encore une fois, et dans les différents niveaux de découverte bien ficelée, surprenante juste comme il faut, et globalement une belle fin, satisfaisante, pas à tous les niveaux, mais qui je trouve colle bien avec les personnages, colle bien avec l'histoire et permet une résolution vraiment complète. Et c'est très chouette. Je suis absolument ravie d'avoir enfin fini cette saga en 2023, parce qu'encore une fois il était grand temps. Je vais le ranger précieusement avec mes autres volumes de l'auteur, en espérant le revoir un jour en dédicace pour pouvoir compléter ma collection de celle-ci. En tout cas c'est une saga de fantasy française que je vous recommande chaudement, parce que c'est très original, très surprenant à plein de niveaux, et que ça se lit tout seul, donc c'est très plaisant. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, ou certains des autres tomes des séries que j'ai présentées, parce qu'il y en avait pas mal dans cette vidéo. N'hésitez pas également si vous avez fait de belles découvertes dans vos lectures ces derniers temps. Je suis toujours preneuse de vos recommandations. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages. Merci également pour tous vos abonnements et d'être de plus en plus nombreux à me suivre avec enthousiasme, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.